Bonjour à tous. J'ai pas de grand signe en régie, ça veut dire que c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je me présente, je m'appelle Maxime Trocmé. Je travaille chez Vinci depuis 14 ans aujourd'hui. Et donc, je m'occupe pour Vinci d'animer le partenariat avec ParisTech, partenariat qui s'appelle le Lab Recherche Environnement. On est ravis de vous accueillir. Alors, ravis de vous accueillir à Léonard Paris, mais aussi ravis de vous accueillir en ligne où vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces conférences. Cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre de Building Beyond, qui est donc le festival organisé par Léonard, festival au cours duquel viennent débattre des experts de la ville sur les futurs des métiers de la ville et des territoires. Donc c'est un festival qui durait 2 semaines et qui va s'achever demain. Je vous invite à consulter les prochains événements. Il y en a encore quelques-uns jusqu'à demain soir. Et j'attire votre attention tout particulièrement sur l'événement de ce soir, Builder 4.0, nouvelle technique de construction, donc qui aura lieu à 18h30 ce soir. Je voulais également remercier les équipes de Léonard qui se sont, depuis quelques semaines, particulièrement bien adaptées au contexte Covid que vous connaissez tous. Signaler également aux participants qui sont en ligne qu'ils peuvent nous poser des questions. Ces questions, elles nous sont ensuite retransmises par la régie et on pourra donc les poser aux différents intervenants. Quand vous posez une question, pensez bien également à vous présenter et puis à expliquer de quelle entité vous faites partie. Quelques mots sur le Lab Recherche Environnement. Pour ceux qui ne connaissent pas ça encore par cœur, donc le Lab Recherche Environnement, c'est un partenariat entre Vinci et ParisTech, dont l'objectif est, in fine, de réduire les impacts environnementaux des bâtiments et des infrastructures. Il s'agit d'un partenariat de mécénat scientifique, c'est-à-dire que les résultats sont accessibles au plus grand nombre et en particulier au plus grand nombre des acteurs de la ville. On traite de 3 grands sujets: la biodiversité, sur les infrastructures ou en milieu urbain avec AgroParisTech. On traite de mobilité durable avec l'école des ponts et on traite, et c'est le sujet du jour, d'efficacité énergétique des bâtiments avec l'école des mines de Paris. C'est la 3e conférence qu'on organise dans le cadre de Building Beyond. On en avait organisé 2 la semaine dernière sur l'économie circulaire et sur l'agriculture urbaine. Ces conférences, elles sont accessibles en replay sur le site du Lab Recherche Environnement et également sur le site de Léonard. Et je vous invite également, si vous le souhaitez, à suivre notre communauté sur LinkedIn, sur laquelle il y a également beaucoup de résumés de ces événements et également beaucoup d'informations sur l'actualité du Lab. Donc la thématique du jour, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est un enjeu qu'on ne présente quasiment plus, hein. C'est au cœur de la transition énergétique. Les bâtiments, alors il y a quelques chiffres là qui vont être exposés pendant la conférence, c'est 40% des consommations d'énergie au niveau mondial et 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme c'est un enjeu important de transition énergétique, c'est également un enjeu qui trouve sa place au premier rang des différents plans de relance qui sont constitués par les États dans le contexte actuel, et en particulier en France, avec plusieurs milliards qui y sont alloués. Alors aujourd'hui, on ne va pas résoudre toutes les problématiques de l'efficacité énergétique des bâtiments, mais on va vous en exposer quelques enjeux et puis également quelques éléments de réponse techniques. Éléments de réponse technique à la question qui est posée par le titre de notre conférence, réduire, c'est gagner. Réduire, c'est gagner. Quand on pense au financement, notamment de la rénovation énergétique, il y a un des flux financiers, en tout cas voilà, des euros, qui sont rendus possibles par les économies d'énergie, et donc par les kilowattheures économisés. Ce qui fait qu'on entre de plus en plus dans les projets de bâtiments, en neuf, en rénovation, dans des considérations de garantie de performance énergétique. Et pour en arriver là, à terme, il va bien falloir être en capacité de mesurer, et pour mesurer la performance, bien sûr, de s'appuyer sur une approche scientifique. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter un projet de recherche qui sera présenté par 3 super intervenants
notamment Bruno Peuportier, qui est directeur de recherche à Mines ParisTech et qui dirige également les travaux de recherche du lab Recherche Environnement. On a Pierre Auberlet, qui vient de l'INES, donc l'Institut du CEA, qui travaille sur les questions d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique des bâtiments. Donc Pierre, il est expert en solaire et en thermique des bâtiments. Il interviendra à distance de Chambéry. Stéphanie de Ruineau, qui va nous présenter un point d'avancement sur les différents tests qui sont faits sur le projet qui va être présenté, et également les perspectives de nouveaux services associés. Stéphanie nous vient du CSTB, où elle est chef de division performance à la direction énergie et environnement. Mais d'abord, on voulait vous planter le décor avec un témoignage d'entreprise, en particulier de Vinci Énergie. Et je vais céder la parole à Aymeric Tissandier, qui est directeur technique et innovation de la marque Building Solutions chez Vinci Énergie, pour nous dresser un panorama opérationnel des enjeux d'efficacité énergétique des bâtiments. Bonjour. Alors, on va juste passer à la slide. Oui, donc je m'appelle Aymeric Tissandier. Je suis directeur au sein du réseau Building Solutions. Je vous en dirai un petit peu plus sur ce réseau par la suite. Mais aujourd'hui, on va parler d'efficacité énergétique. Et donc, je voulais d'abord planter le décor et dire un petit mot sur le contexte. Ça vous a pas échappé. On parle de plus en plus d'efficacité énergétique, on parle de rénovation thermique, on parle même de carbone, alors qu'on n'en parlait pas beaucoup avant. Et les dispositifs se succèdent. Donc il y a la loi Elan, au terme de laquelle on va devoir s'engager à réduire la consommation des bâtiments de 40% d'ici 2030, et plus encore dans les décennies à venir. Il y a la loi Bax, au terme de laquelle on va s'engager à installer des automatismes et de l'instrumentation dans les bâtiments pour monitorer la consommation. Il y a le plan de relance, avec ses promesses de milliards alloués à la rénovation énergétique. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi la réglementation énergétique 2020, qui sera probablement plutôt 2021, mais dont on attend aussi les règles du jeu et les attendus. Et tous ces mouvements traduisent assez bien le sentiment d'urgence qu'on peut vivre en ce moment. La loi Elan, l'objectif final, c'est quand même de réduire les gaz à effet de serre. Et ça, c'est une préoccupation mondiale qui s'est traduite au moment du protocole de Kyoto en 1997. Donc, c'est quand même pas très récent. Et la beauté du bâtiment, si on compare par exemple au transport ou à d'autres émetteurs de gaz à effet de serre, la beauté du bâtiment, c'est que c'est un des rares secteurs où on sait ce qu'il faut faire, ce que ça va coûter et ce que ça va nous épargner comme émissions de gaz à effet de serre. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y attarder. Le problème, en revanche, du bâtiment, c'est que ces actions ne sont pas rentables à court terme, donc il faut les accompagner. Il faut des subventions ou bien des obligations réglementaires. Alors, j'ai dit en introduction que je représentais Building Solutions. En deux mots, qu'est-ce que c'est Building Solutions? C'est la réunion des entreprises de travaux au sein de Vinci Énergie, des travaux pour les lots techniques de la construction, c'est-à-dire de l'électricité, de la climatisation, de la plomberie. Ça, c'est les 2 tiers de l'activité. Et pour 1 tiers de l'activité, c'est de l'exploitation et de la maintenance, en général sous la marque Vinci Facilities. Et en fait, on est absolument convaincu de la pertinence, de la légitimité de réunir opérationnellement ces 2 pans de l'activité, l'amont avec la construction et l'aval avec l'exploitation. Et on en est d'autant plus convaincu quand on s'intéresse aux questions d'efficacité énergétique. Sauf que on va voir que ces 2 populations obéissent à des logiques assez différentes. Et notamment, c'est malheureux, quand on parle d'engagement énergétique. Et justement, on va essayer de voir de quelle manière cet engagement énergétique, cette
garantie énergétique, comme l'évoquait Maxime tout à l'heure, comment elle se vit dans ces deux pans de notre activité. Alors, l'engagement énergétique, aujourd'hui, il est vraiment porté par Vinci Facilities. Il y a plusieurs types de contrats dans lesquels on trouve un engagement énergétique. Il y a les partenariats publics-privés, et puis il y a les marchés publics globaux de performance. Ce sont des contrats long terme, on monte jusqu'à 30 ans, et là on s'engage sur une consommation maximum, et on se couvre en général en demandant une simulation, un calcul de simulation thermique dynamique à un bureau d'études. Ce sont des contrats quand même assez particuliers, ils sont d'ailleurs gérés par une seule entreprise chez nous. Et puis, là, de manière plus répandue, il y a les contrats de performance énergétique. Là, on ne s'engage pas sur une consommation, on s'engage sur une réduction de la consommation, travaux à la clé. Donc là, il y a une centaine de contrats de cette nature dans notre réseau. Et pour pouvoir les porter, pour pouvoir les dimensionner, on a une équipe d'ingénieurs efficacité énergétique. Et la plupart du temps, pour couvrir le risque, ils font un petit modèle. En général, c'est un modèle Excel. Et c'est très pertinent pour gérer la rénovation d'une chaudière ou pour mettre en place, par exemple, une récupération d'énergie sur un groupe froid. Mais ça a une certaine limite, c'est-à-dire dès qu'on a une rénovation globale, lourde, on verra que le modèle a ses limites. Il y a une autre difficulté, c'est qu'il y a de plus en plus de clauses énergétiques dans nos contrats. Et cette population d'ingénieurs efficacité énergétique, elle est déjà très sollicitée. Or, la vague de rénovation énergétique qu'on appelle de nos voeux, elle n'est pas encore arrivée, elle n'a pas encore démarré. Donc on sent qu'on va avoir un goulet d'étranglement. Si on prend les entreprises de travaux, là c'est très clair, il n'y a pas d'engagement énergétique. Et la logique est vraiment différente. Dans une entreprise de travaux, on dimensionne les équipements pour qu'ils passent les pics de consommation, les pics climatiques et d'usage. On ne choisit pas les équipements parce qu'ils sont économes, on les choisit avant tout pour qu'ils soient capables. Et pourtant, on fait des calculs réglementaires. Alors pourquoi est-ce que le calcul réglementaire ne permet pas de construire un engagement? On y arrive. Alors, un schéma un petit peu compliqué. Le calcul réglementaire, il concerne que le carré vert à droite du diagramme. Et le calcul réglementaire, il a trois défauts, ou du moins trois caractéristiques qui font qu'on a du mal à le relier à la facture de nos clients. La facture de nos clients, c'est les pavés roses, bleus et verts à gauche. Donc les trois défauts, c'est que dans un calcul réglementaire, on raisonne en énergie primaire au lieu d'énergie finale. On n'a pas tous les consommateurs et on ne regarde que des usages conventionnels. Alors je vais décrypter un petit peu. Déjà, énergie primaire, énergie finale. Quand on consomme 1 kWh d'énergie électrique, on considère qu'on a dépensé 2,58 kWh d'énergie fossile pour produire l'électricité et pour l'acheminer. Si bien que dans un calcul réglementaire, en énergie primaire, on va multiplier toutes les consommations électriques par 2,58, ce qui fait déjà un écart avec la facture du client. Ensuite, les consommateurs, le calcul réglementaire, ils regardent les consommateurs liés au bâtiment, le chaud, le froid, l'éclairage, la ventilation, l'eau chaude sanitaire. Mais ils ne regardent pas ni les ascenseurs, ni les cuisines s'il y a un restaurant d'entreprise, ni les matériels informatiques. Là encore, c'est un autre écart avec la facture de nos clients. Et puis le troisième écart, et non des moindres, c'est l'écart d'usage. Dans un calcul réglementaire, on considère des consignes de température qui sont des consignes réglementaires, conventionnelles. Par exemple, 19 degrés en hiver. Et personne n'accepte 19 degrés en hiver. Et donc le calcul minore les consommations parce qu'il est dans un cadre réglementaire et conventionnel. Si bien qu'on n'arrive pas à faire le lien avec la facture de nos clients, ce qui est quand même problématique quand on veut parler d'efficacité énergétique. Alors, excusez-moi.
Je ne suis pas pour autant en train de dire que ce calcul réglementaire qui est vraiment venu de la réglementation thermique, il n'a pas produit ses effets. On conçoit beaucoup mieux les bâtiments aujourd'hui qu'on ne le faisait dans le temps, et les bienfaits de la réglementation thermique sont évidents, je ne discute absolument pas. Mais ce qu'on constate, c'est que la vulgarisation des notions d'efficacité énergétique, elle ne s'est pas faite au moment de cette réglementation thermique. Et pourtant, on est convaincu que la vague de rénovation va arriver. On sait que les bureaux d'études énergétiques, en ce moment, sont déjà saturés. Et donc, les clients vont se tourner vers nous et ils vont demander qu'on les conseille. Or, on n'a pas les expertises nécessaires. Il va donc falloir apprendre, et puis il va falloir apprendre très vite. Alors, pour la valeur de l'exemple, je montre ici un scénario de rénovation sur un bâtiment. Alors, j'ai affiché les consommations primaires finales de l'ensemble des consommateurs et les consommations primaires des consommateurs conventionnels. Pourquoi? Parce que si je veux discuter avec mon client, il faut que je parle d'énergie finale de tous les consommateurs. Et si je veux me rattacher à la réglementation thermique et afficher la classe du bâtiment, il faut que je parle des consommations énergie primaire des consommateurs conventionnels. On se mélange un peu les pinceaux. Et puis, en plus, c'est un peu artificiel parce que j'ai indiqué plusieurs étapes. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de connaître la contribution de chaque nature de travaux. Mais en général, les travaux, on les fait en une seule étape. Pourquoi j'ai voulu montrer ça? Pour montrer en somme que c'est compliqué. Et puis aussi parce que on parle de la loi Elan, on dit moins 40, moins 50, moins 60% dans les consommations. C'est pas anodin. Il faut avoir en tête que les objectifs de la loi Elan sont des objectifs très ambitieux et qu'on ne va pas les réaliser en faisant juste une petite action sur le bâtiment. Pour réduire de 60% la consommation d'un bâtiment, il va falloir travailler sur l'enveloppe, sur l'isolation, il va falloir travailler sur les systèmes, sur l'éclairage, sur les automatismes. C'est un ensemble d'actions. Et plus il y a d'actions, plus elles sont interdépendantes et plus l'estimation de l'économie d'énergie est complexe. Et puis on voit bien que là, ça va être compliqué d'estimer l'économie d'énergie avec un tableau Excel. Il va falloir des outils un peu plus élaborés, un peu plus experts, qui prennent en compte toutes ces interdépendances. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire de piloter un projet de rénovation énergétique et finalement de quels paramètres on parle? Alors, on l'a déjà évoqué, il y a évidemment l'influence de l'enveloppe. On comprend bien que si un bâtiment est très bien isolé, il va perdre moins de chaleur pendant l'été, et donc le dimensionnement des chaudières va être différent. Il y a le rendement des équipements, la performance des équipements. Avec un éclairage LED, on a la même qualité d'éclairage qu'avec des tubes fluorescents, mais on consomme 2 voire 3 fois moins. Et puis, il y a un impact beaucoup plus complexe à prendre en compte, c'est un impact qui est variable dans le temps. Le premier, c'est le climat. On a des étés plus ou moins rigoureux, on a des hivers plus ou moins rigoureux. Et le deuxième, qu'il ne faut pas négliger, c'est celui des usages. Quand on construit ou qu'on conçoit un bâtiment, on va le concevoir par exemple pour une centaine de personnes. Dans la réalité, il n'y a jamais les 100 personnes dans le bâtiment. C'est très rare. Le taux de vacances dans les bureaux, enfin pas le taux de vacances, mais le taux de présence dans les bureaux, par exemple, en Île-de-France, il est aux alentours de 50-60% maximum. Et ça, il faut bien en tenir compte quand on va estimer la consommation du bâtiment. Alors, on comprend bien qu'il va falloir des outils un peu compliqués pour mettre tout ça en équation, pour pouvoir derrière estimer le rendement, ou plutôt le bénéfice apporté par une action de performance. Aujourd'hui, l'outil qui permet de faire ça, ça s'appelle une simulation thermique dynamique. C'est encore réservé à des spécialistes, à des vrais thermiciens. Ce sont des outils qui coûtent relativement cher.
à la fois à l'abonnement, mais aussi dans la mise en œuvre. Et en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas dépenser ce qu'il fallait dépenser pour mener une simulation sur chaque projet de rénovation énergétique. On le fait potentiellement sur un projet de partenariat public-privé, parce que c'est des très gros projets, parce qu'ils sont sur du très long terme, que le risque est grand, mais on ne peut pas le faire, on ne va pas pouvoir le faire sur une rénovation qui va arriver dans la vague de rénovation énergétique. Jusqu'à ce qu'on découvre, nous, cet outil, Helios Exchange, qui a été développé par une start-up américaine. Alors cet outil a quelques vertus. La première de toutes les vertus, c'est qu'il a un moteur de calcul de simulation thermique dynamique. Donc on va rentrer les mêmes natures d'informations que celles qu'on rentre pour faire une simulation thermique dynamique. Mais c'est simplifié. Et c'est simplifié par quelques astuces. La première, c'est qu'on considère le bâtiment dans son ensemble. On ne fait pas du pièce à pièce. Bon, ça, c'est un détail. Il y a d'autres outils qui le font. Ça fait gagner du temps. La deuxième astuce, qui est un peu particulière à Helios, c'est qu'il y a une base de données, enfin, il y a des bases de données bâtimentaires. Le principe, c'est de dire un immeuble de bureau dans les années 70, plutôt tous les immeubles de bureau dans les années 70 étaient à peu près construits de la même manière, avec à peu près le même degré d'isolation. Si on veut faire une simulation et qu'on ne connaît pas l'isolation du bâtiment, en rentrant l'usage du bâtiment et l'année de construction, Helios va être en mesure de nous donner, de nous fournir l'information. Tout ça conduit à un modèle qui est approché, qui n'est pas encore suffisant pour aller plus loin, mais il y a une troisième idée qui est très forte pour le coup, c'est celle de la calibration, c'est-à-dire que le modèle mathématique est tordu par Helios pour que l'estimation des consommations se rapproche le plus possible des consommations réelles relevées sur le bâtiment. On a donc un modèle recalé qui devient un véritable jumeau énergétique de notre bâtiment et on peut lui soumettre des scénarios de rénovation avec des actions de performance énergétique. Et voilà, on vient de rentrer en partenariat commercial avec Helios. Et l'idée, c'est d'utiliser cet outil pour structurer nos offres et pour accompagner les projets de rénovation de nos clients. Alors, pour finir, en synthèse, hein, on voit bien que nous sommes à une période charnière. La vague de rénovation n'a pas vraiment commencé, mais on espère qu'elle va arriver. Et cet objectif de réduction des consommations s'impose à tous. Et il faut que toute la filière, tous les acteurs s'organisent et soient prêts à y répondre. Et on pense assez vite. Les expertises existent chez Vinci Facilities pour ce qui concerne Building Solutions, mais elles seront probablement pas suffisantes pour faire face à la vague. Et nous, on a fait le pari donc d'outils numériques de nouvelle génération. Pour autant, dans ce contexte, on formule quelques vœux. Le premier, c'est qu'on mette en place des indicateurs qui soient intelligibles et qui soient physiques. Pourquoi ? Parce qu'on voudrait que ces indicateurs nous permettent de partager la compréhension des phénomènes et notamment de la performance énergétique du bâtiment. Et on voudrait que ça ne soit pas réservé à un petit nombre d'experts. Ce qui veut dire qu'il faut arriver aussi à des outils simples, accessibles à l'échelle de nos entreprises, qui sont souvent des PME, et qu'on évite ainsi les écueils qu'on a pu rencontrer dans le cadre de la réglementation thermique, même si, encore une fois, elle a eu des bienfaits que je ne discute pas. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aymeric. Je crois qu'on peut applaudir Aymeric pour sa participation. Alors, comme je vous le disais, vous qui êtes en ligne, vous pouvez poser des questions qui nous sont ensuite retransmises. Et je m'adresse également à la salle. Si certains ou certaines d'entre vous veulent poser une question à Aymeric, ne pas hésiter. Peut-être une question de compréhension. Quand tu fais la distinction entre les calculs conventionnels et puis la facture réellement payée par les clients, est-ce qu'on n'est pas un peu comme dans l'automobile où quand on achète une voiture chez le concessionnaire,
On achète une voiture qui fait 4, 5, 6 litres au 100 dans des conditions particulières. Et puis, en vrai, en fonction de l'usage qu'on a, on peut complètement avoir des consommations différentes. Oui, il y a un peu de ça, mais le problème, c'est que personne va aller voir son garagiste pour demander de réduire la consommation de sa voiture, alors que dans le cadre de la loi Elan, c'est un engagement de toute la filière, que ce soit les bailleurs, les propriétaires, les entreprises de construction, de réduire la consommation des bâtiments. Et donc, il va bien falloir qu'on trouve des éléments de compréhension et des ponts entre les actions qu'on va proposer, les économies d'énergie et la facture actuelle des bâtiments. Il y a une question de Jérôme Bertrand, de Vinci Construction France, posée en ligne. Une question un peu taquine. Aymeric, as-tu quelques exemples d'indicateurs intelligibles et physiques? Nous, on appelait de nos voeux et c'était pendant un temps ce qu'on pensait arriver avec la réglementation énergétique. Nous, on pense qu'il faut rester en énergie finale, on pense qu'il faut mettre tous les consommateurs et on pense qu'il faut faire des seuils qui soient globaux. Quand on s'intéresse aujourd'hui à des immeubles de bureaux, par exemple, dans les immeubles de bureaux, il y a de l'informatique, il y a des ascenseurs, il faut les intégrer dans le calcul et il n'y a pas lieu de les exclure. Si on les exclut, on regarde qu'une partie du problème et on s'éloigne de la compréhension partagée. Ouais, effectivement, c'était un sujet qu'on a évoqué la semaine dernière aussi. C'est vrai que quand on regarde uniquement les postes de consommation qui sont la climatisation, le chauffage, l'éclairage, qui sont dans la réglementation thermique, il y a eu des efforts considérables qui ont été faits. Et donc l'étape d'après, c'est de dire maintenant il faut attaquer les matériaux. Donc on lance du béton bas carbone, il y a des réflexions sur bois, béton, etc. C'est vrai que quand on sort aussi, quand on a une réflexion un peu out of the box comme celle-ci, à dire il faudrait peut-être aussi regarder les ascenseurs et puis d'autres impacts qui sont liés aux usages, on voit qu'il y a encore des leviers d'action très forts sur l'ensemble de la phase d'utilisation d'un bâtiment. Il y a une question en salle. Alors, il y a une procédure très particulière en salle. Vous pouvez vous mettre sur le micro qui est mis à disposition. Merci beaucoup. C'est un peu loin. Je vous demande s'il vous plaît de vous présenter. Oui, tout à fait. Laurine Feinberg. Je travaille dans une entreprise sur des aspects d'études de faisabilité et environnement énergie. J'avais deux questions, surtout une. La première, est-ce que la part non-ingénierie, c'est-à-dire les usages des équipements du bâtiment, est vraiment forte, ou est-ce qu'on considère qu'elle est faible par rapport à la partie ingénierie, c'est-à-dire enveloppe, façade, puisque finalement cette partie, la façon dont on utilise les bâtiments, aujourd'hui elle a été très peu utilisée, très peu finalement étudiée. On n'a pas des masses d'études sur des bâtiments qui disent voilà, spécifiquement sur certains bâtiments un peu complexes, comment est-ce que c'est utilisé, et donc si effectivement on a un gros gisement de ce côté-là, ou si le gisement est faible par rapport à de l'isolation, de la façade, du changement de chaudière, de la CVC et autres. Bon, très clairement, le premier bénéfice, ça va être l'isolation de la façade. D'abord parce que c'est un peu moral, on ne va pas changer la chaudière si on n'isole pas le bâtiment. Enfin, c'est un peu idiot, donc le dimensionnement va s'en trouver affecté. Après, il y a les systèmes. Sur toute la partie variable, elle est suffisamment importante pour qu'on s'en prémunisse, notamment dans les PPP. Et c'est la premier argument qu'on va brandir quand on n'arrive pas à la simulation ou à l'estimation de consommation. De consommation. On a perdu le son. Ah non, voilà. Quand on n'a pas atteint la consommation prévue, en général, on va chercher l'origine de l'écart dans les usages. Les usages ont quand même leur importance. J'en veux pour
pour illustration, le fait que quand Vinci Facilities prend un nouveau contrat de maintenance, donc je disais, il y a de plus en plus de clauses énergétiques qui ne sont pas forcément des engagements énergétiques, qui sont plutôt des invitations à suivre les consommations et à faire des commentaires et des appréciations sur les niveaux de consommation et des suggestions d'amélioration. Quand il y a un engagement, il y a certains seuils où on sait pouvoir aller, bon, compte tenu de l'existant, mais on sait pouvoir aller par les bonnes pratiques, par le monitoring et par l'accompagnement avec les utilisateurs. Donc oui, ça a un impact. C'est pas 50%, hein, c'est bien moins que ça, mais ça a un impact. Après, ça a un impact aussi sur les consignes de température, mais là, c'est mi-usage, mi-gestion technique du bâtiment. Mais on sait que 1 degré de consigne en chaud ou en froid supplémentaire, ça se traduit en écart sur la consommation beaucoup plus important que ce qu'on pourrait estimer en regardant juste 1 degré comme ça. Merci. Je crois que Bruno, tu voulais apporter un petit complément. Oui, un petit complément de réponse. La part des usages non réglementés était faible dans les constructions anciennes au démarrage des réglementations jusqu'en l'an 2000. Mais avec les nouvelles réglementations et la réduction des besoins de chauffage, de climatisation liés à l'eau chaude, etc., bien, ils deviennent de plus en plus importants et parfois même plus importants que les usages réglementés. Donc c'est pour ça qu'on a tendance aujourd'hui à bien les prendre en compte. Après, il ne faut peut-être pas faire de l'outil réglementaire l'outil qui fait tout. L'outil réglementaire va permettre de garantir une certaine qualité du bâti intrinsèque. Et il y a besoin d'autres outils, à mon avis, sans forcément tordre l'outil réglementaire pour communiquer avec les usagers et relier les consommations aux factures. Il ne faut pas utiliser, à mon avis, l'outil réglementaire pour tout ça. Et en particulier, bon, l'énergie finale a un gros inconvénient, c'est qu'elle va donc ne pas dissocier, ne pas différencier l'électricité et la chaleur. Et ça peut être très dangereux parce qu'on risque de générer des pointes de demande. C'est-à-dire que si on remplace une chaudière fuel par de l'électricité sans isoler le bâtiment, ce qui sera le cas si on compte en énergie finale dans la réglementation, eh bien, on génère des pointes énormes de demande les jours d'hiver et ça risque de mettre à mal le système électrique. Donc, je crois qu'il faut garder la réglementation et la compléter par d'autres outils, pour d'autres usages, pour d'autres objectifs. Mais il ne faut pas forcément vouloir tout résoudre avec un seul outil. On voit qu'on est dans le débat science et opérationnel, c'est assez intéressant. J'ai une dernière question de Nicolas Luton. Alors, il est indiqué qu'il vient de eodd.fr. C'est peut-être aussi une question qui s'adresse à vous deux, même si on va essayer d'en faire qu'une réponse. Le terme de simulation thermique semble bien réducteur au vu de la part électrique. Comment les simulations thermiques dynamiques approchent-elles les consommations de l'usage électrique? Oui, effectivement, aujourd'hui, on parle de simulation énergétique dans la mesure où on intègre l'ensemble des consommations, pas seulement la thermique. Et puis, on intègre de la production aussi, puisqu'on va avoir éventuellement des énergies renouvelables associées au bâtiment. Donc, pour autant, ce qui est vraiment compliqué à modéliser, c'est tous ces échanges thermiques, cette dynamique de captage, de stockage, de distribution de la chaleur dans les bâtiments, de mouvement d'air. Donc, c'est pas seulement de la thermique, mais c'est aussi de l'aérolique. Donc, il y a un ensemble de phénomènes physiques qui sont pris en compte dans les simulations et c'est ça qui permet de travailler en qualité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a différents espaces dans les bâtiments. Il y a des zones au nord, des zones au sud, des zones de bureaux, des zones de couloirs. Et si on mélange tout dans une seule zone, effectivement, c'est plus simple, mais c'est assez faux. Et on a du mal à comparer ensuite avec des mesures
et à interpréter les résultats. C'est pour ça que il y a donc en ce moment peut-être 3000 bureaux d'études PME qui utilisent la simulation thermique dynamique pour en particulier aider dans ce processus de garantie de performance. Effectivement, avec du calibrage, hein, c'est-à-dire qu'on peut s'aider de mesures pour eh bien, calibrer des paramètres incertains. Ça peut être des débits de renouvellement d'air, ça peut être des ponts thermiques qui ne sont pas forcément très bien identifiés. Et donc, ces paramètres-là, on va effectivement les calibrer pour se rapprocher de la réalité. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut à nouveau applaudir Aymeric. S'il y a des questions à nouveau pour Aymeric pendant le déroulé de la conférence, n'hésitez pas à les poser toujours en ligne. On va passer à la présentation suivante, peut-être même à la séquence de présentation suivante, avec donc Bruno Peuportier pour l'école des mines, pour nous donner un petit peu le mode d'emploi du projet Sereine. Merci Maxime. Donc bonjour. Je vais peut-être récupérer la petite barrette qui permet de faire dérouler les diapos. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais vous présenter donc notre contribution sur la mesure de performance énergétique des bâtiments, puisque c'est essentiel de vérifier cette performance. Sachant que le bâtiment, c'est le plus gros consommateur d'énergie en France, 2 fois plus que l'industrie, les 2/3 de la consommation d'électricité, et donc la transition énergétique est tout à fait nécessaire. Dans la construction neuve, donc avec la future réglementation environnementale RE 2020, mais aussi dans les bâtiments existants, et c'est même encore plus important parce que la construction neuve ne représente qu'1% du parc existant chaque année. Alors, si on veut rénover le parc pour diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, ça représente un énorme investissement. On a parlé des 7 milliards dans le plan de relance, mais ce sera encore beaucoup plus que ça si on veut arriver aux objectifs. Et donc, pour encourager ces investissements, eh bien, il faut fiabiliser la performance parce que les investisseurs veulent être sûrs qu'ils vont récupérer leur mise grâce aux économies d'énergie. Or, en ce moment, on constate un écart entre le calcul et puis les factures. Alors, le calcul, effectivement, si on a fait un calcul réglementaire, c'est pour des usages conventionnels. Donc, déjà, avec ça, on va avoir une différence. Et c'est aussi pour un climat conventionnel. Et le vrai climat peut changer également. Donc, ça explique ces écarts. Alors, la question de recherche qu'on se pose, bon, il y a beaucoup de questions de recherche autour de cette transition énergétique, hein, mais nous, celle qu'on aborde, c'est comment est-ce qu'on va mesurer la performance énergétique des bâtiments. Alors, on pourrait se dire, c'est simple, il suffit de regarder les factures, et puis si on a des grosses factures, c'est que le bâtiment n'est pas performant. Donc, on peut mesurer aussi avec un compteur de calories les besoins, enfin les consommations de chauffage ou de climatisation. Le problème, c'est que si un bâtiment consomme beaucoup, est-ce que c'est parce qu'il est mal isolé ou est-ce que c'est parce que on s'est chauffé à une température plus élevée que le calcul, ou est-ce qu'il a fait plus froid? Donc, il faut bien faire la différence entre une performance et une consommation. Hein, la performance, c'est finalement lié à une consommation, mais dans des usages donnés et dans des conditions climatiques données. Alors, est-ce qu'on peut définir une performance intrinsèque qui ne dépendrait que de la qualité du bâtiment et pas de ses conditions aux limites de climat ou d'usage? Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut mesurer cette performance? Donc, c'est ça la question de recherche qu'on a abordée. Alors, du coup, les objectifs de cette méthode de mesure, hein, c'est aussi d'aider à identifier les causes des écarts entre la conception et puis l'exploitation, les factures. Hein. Donc, les écarts, donc ça peut être, comme je l'ai dit, le climat, ça peut être les occupants ou la qualité de la construction, parce que on a finalement pas réussi à boucher toutes les fuites d'air ou à supprimer tous les ponts thermiques. Donc, on cherche à mesurer la performance intrinsèque indépendamment du comportement des occupants et du climat.
et en particulier la performance de l'isolation. Alors pour ça, une méthode possible, c'est de chauffer le bâtiment pendant 1 mois pour atteindre un régime permanent et déduire les pertes de chaleur. Le problème, c'est qu'1 mois, c'est très long et ça va coûter très cher. Donc, ce qu'on nous a demandé, c'est de réduire la durée de ces tests et idéalement d'arriver à moins d'1 journée. Mais il faut bien sûr vérifier la fiabilité de ces tests, la précision, et puis voir si c'est faisable techniquement. Alors, il en existe déjà des tests de mesure de performance intrinsèque, c'est la mesure de l'étanchéité. C'est-à-dire qu'on va installer une porte avec un ventilateur, on va créer une différence de pression avec le ventilateur et on va mesurer le débit d'air, ce qui fait qu'on va pouvoir, en fonction de ce débit d'air, estimer l'étanchéité à l'air du local. Et ça, donc d'après les prestataires, ça dure 30 minutes, mais il faut peut-être un petit peu plus de temps pour installer la porte, etc. Mais en quelques heures, on a résolu ce problème de mesure avec une précision qui suffit pour l'usage que l'on veut en faire. Alors, nous, on veut mesurer un coefficient de perte. Donc, qu'est-ce que c'est que ce coefficient ? C'est la puissance échangée par degré d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que si on veut avoir 20 degrés à l'intérieur et qu'il fait 0 degré dehors, on a 20 degrés d'écart. S'il a fait 10 degrés à l'extérieur, on n'a plus que 10, on aura 2 fois moins de pertes. Donc là, c'est par degré d'écart. Et pour avoir un ordre de grandeur, je prends l'exemple d'une maison sur la plateforme de l'Institut national d'énergie solaire à Chambéry. C'est une maison très bien isolée, une maison passive. Le coefficient de perte, c'est 80 watts par degré. Mais si on enlève l'isolation des murs, ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour avoir un test en laboratoire sur cette plateforme, eh bien, on atteint 800 ou 600 watts par Kelvin, donc peut-être 10 fois plus à peu près. Alors, le coefficient de perte, on peut calculer seulement les pertes par transmission dans les parois, dans les ponts thermiques, ou alors inclure aussi les infiltrations d'air. Il y a 2 façons de le définir. Et le principe de la mesure, eh bien, on va chauffer la maison et on va arrêter de chauffer et on va mesurer donc les températures à l'intérieur et à l'extérieur, et la décroissance de température à l'intérieur va dépendre des pertes thermiques. Plus il y aura de pertes, plus ça va diminuer rapidement. Donc c'est ça qui va être le principal principe de cette mesure. Alors, on pourrait tout de suite s'atteler à des vrais bâtiments, faire des tests pour mesurer ce coefficient de perte. Le problème, c'est que dans un vrai bâtiment, on ne connaît pas la vraie valeur. Donc, on ne saurait pas évaluer la précision de la mesure. Donc, c'est pour ça qu'au démarrage, on a utilisé ce qu'on appelle une expérimentation virtuelle, c'est-à-dire qu'on a utilisé la simulation thermique dynamique, dont on parlait tout à l'heure, pour générer ce profil de température en chauffant le bâtiment, en arrêtant de chauffer et en mesurant virtuellement donc cette évolution de température. Et là, comme on a fait de la simulation thermique, on connaît le vrai coefficient H qu'il faut retrouver par cette mesure. D'autre part, ça permet de faire varier des paramètres, par exemple la durée du test, les conditions de test, et puis de comparer, de vérifier si le test est fiable pour différents types de bâtiments. Est-ce que c'est un bâtiment très inerte ou pas? Est-ce que c'est un bâtiment très bien isolé ou pas? Donc, les quelques premiers résultats, c'est en faisant varier la durée du test, quelle est la précision? Eh bien, on se trompe encore beaucoup dans cette première variante de méthode. Si on cherchait à trop réduire la durée du test, qu'est-ce qui se passe si on n'a qu'une demi-journée, une journée entière, 2 jours? Et donc, il faut encore améliorer la méthode pour réduire la durée. Donc, c'est l'objectif de notre projet. Et donc, il y aura donc les 2 présentations suivantes, donc de Pierre Oberlé de l'INES qui va nous expliquer quels sont les travaux pour améliorer la précision de la méthode et arriver à ce dispositif de mesure.
Et puis ensuite, Stéphanie de Ruino du CSTB qui va nous montrer des tests sur des bâtiments réels et donc aussi les perspectives de nouveaux métiers. Voilà, donc je vais laisser la parole à Pierre par visio et on prendra les questions tout à l'heure. Merci Bruno. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez? On ne m'entend pas, c'est fâcheux. Est-ce que vous m'entendez? Ça fonctionnait parfaitement tout à l'heure, évidemment. Vous ne m'entendez pas en plénière, mais peut-être que qu'on C'est pour les m'entend deux. sur la version. Alors effectivement, ça peut s'appliquer aux deux. Dans le cas du 9, c'est peut-être plus facile, plus faisable parce que les gens ne sont pas encore arrivés, donc on peut avoir peut-être un peu plus de temps pour le faire. Et ça peut aussi être utilisé en autocontrôle avant que le bâtiment soit livré, un peu comme la porte soufflante, on peut faire un test d'étanchéité avant la fin des travaux pour pouvoir reboucher les fuites éventuelles. Et donc on peut là aussi utiliser ces tests avant l'étape de réception. Mais c'est aussi, l'objectif principal du projet, c'est de s'attaquer aux bâtiments existants, parce que là, c'est plus contraint, les habitants sont là, et il faut pouvoir faire le test encore plus rapidement pour pas obliger les habitants à aller à l'hôtel pendant plusieurs jours. Et donc, on nous avait demandé, même si c'était possible, de commencer le matin, de finir à 18h avant qu'ils rentrent du travail, et comme ça ne dérange pas trop les habitants. Est-ce que Ok, vous m'entendez en plénière? Oui, on vous entend bien, Pierre, vous pouvez y aller. Merci. Bon, mes excuses d'avoir préféré la pluie savoyarde au soleil parisien. En ces périodes un peu complexes. Donc merci Bruno pour ta présentation. Je vais entrer en des termes un peu plus techniques, un peu plus pratiques sur le contenu de notre projet. Alors en un quart d'heure, on n'aura pas l'ambition de vous présenter 2 ans de travail, mais bon, pour dresser un panorama un peu plus technique de nos ambitions dans Sereine. Donc dans un premier temps, je vais revenir un peu plus en détail sur les principes de la mesure pour le volet enveloppe. On parlera ensuite du dispositif matériel et puis on finira sur toutes les pistes de développement que ça soulève. Donc, je précise mesure enveloppe parce que Sereine a également vocation à traiter les systèmes énergétiques. Aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur la mesure de l'enveloppe. Bien. Donc, en ce qui concerne dans un premier temps la mise en œuvre, Bruno nous l'a déjà dépeint rapidement, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, le principe de la mesure telle qu'on la projette dans Sereine, c'est de préparer le bâtiment en l'immobilisant pendant une durée, aujourd'hui qu'on estime être viablement de 1 à 4 jours. Et peut-être nécessaire de le préciser, c'est sans occupation. On n'est pas en mesure de garder les occupants pendant cette durée. Donc, le principe qu'évoquait Bruno, c'est de mettre notre bâtiment en chauffe. L'idée étant d'atteindre aujourd'hui un différentiel de température entre l'intérieur de notre bâtiment et l'extérieur de l'ordre de 5 à 10 degrés. C'est un ordre de grandeur, on n'est pas à l'abri qu'on arrive à faire une mesure performante avec un moindre différentiel, mais pour l'instant, c'est l'objectif qu'on se donne. Donc pour ce faire, on va mettre en place un dispositif de chauffe à l'intérieur, en l'occurrence des générateurs électriques, qui vont faire monter en température l'ambiance de notre bâtiment. Donc pour évaluer le niveau d'énergie qui est contenu dans notre bâtiment, on va avoir besoin pour ce faire de mesurer tout d'abord la puissance de chauffage qu'on injecte pendant l'essai, et également évidemment le niveau de température intérieure, donc par une série de mesures qu'on va moyenner. Donc ça nous donne une idée du niveau d'énergie contenu à l'intérieur de notre bâtiment. Maintenant, le bâtiment est soumis à des éléments extérieurs, donc qui occasionnent des déperditions, le vent, la neige, la pluie, ou éventuellement qui occasionnent des apports d'énergie, comme le soleil. Donc,
Pour arriver à mettre au regard de ces conditions-là le niveau d'énergie de notre bâtiment, on va avoir besoin d'évaluer ces conditions extérieures, donc en mesurant éventuellement du rayonnement solaire, du rayonnement de la bouse céleste, des températures d'air, du vent, voilà, tout ce lot de paramètres qui nous permettent de quantifier la part des conditions extérieures dans les déperditions. Si on a cette mesure intérieure et ces mesures extérieures, on est en mesure de quantifier les déperditions de notre bâti sur l'extérieur. Alors là, dans le cas que je vous présente, on voit que notre maison individuelle, elle est également dotée d'un vide sanitaire. Donc dans ce cas présent, on aura également des déperditions sur cette zone tampon qui n'est pas une zone chauffée, mais qui n'est pas non plus l'extérieur. Donc dans ce cas-là, on aura besoin d'ajouter une mesure complémentaire dans les températures adjacentes. Ça pourrait être un local adjacent non chauffé du type garage, ça peut être également des combles non chauffés. Voilà, donc on va être en nécessité de mesurer toutes ces conditions aux limites pour pouvoir caractériser les déperditions du bâtiment. Donc ça, c'est la façon dont on va mettre en œuvre le test. Comment maintenant on va exploiter les mesures qu'on fait? Donc si je reprends toujours mon bâtiment, dans un premier temps, donc on va mettre en œuvre ces mesures physiques. Donc je vous le disais, des mesures de température et de puissance intérieure. Donc on va venir mettre en œuvre, dans le cadre de la mesure sereine, un certain nombre de modules à l'intérieur qu'on va répartir uniformément dans l'espace de la maison, du logement collectif ou du petit tertiaire pour réaliser la mesure. Donc un ordre de grandeur en maison individuelle, on est sur 7 à 8 modules à peu près pour homogénéiser l'apport de chaleur et la mesure de température. On va venir mettre en œuvre une sonde de température dans les locaux adjacents non chauffés, vide sanitaire, comble, garage, etc. On va faire une mesure de température ou de rayonnement équivalent sur l'extérieur, et puis également mettre en œuvre une sonde d'irradiation. Donc les modules intérieurs vont nous donner une information de puissance électrique consommée en fonction du temps. Les sondes d'irradiation, l'apport de l'ensoleillement sur le bâti. On va également avoir la mesure de température qui est moyennée dans tout le bâtiment en fonction du temps. Le capteur des conditions extérieures va nous donner l'évolution de la température extérieure au fil du temps, et celui de température adjacente, la température en l'occurrence ici du vide sanitaire. Donc une fois qu'on réalise ces mesures, qu'en fait-on? L'idée, c'est qu'on va construire un modèle numérique de notre bâtiment, donc qui est une analogie électrique qui est composée de capacité et de résistance, qui va recréer la typologie de mon bâtiment, suivant que j'ai des parois qui soient différentes, qui soient lourdes, légères, qu'il y a des étages ou non, qu'il y a des espaces non chauffés ou non. On va adapter de manière automatique un modèle numérique qui caractérise au mieux mon bâtiment, ni trop simple parce qu'il sera trop grossier, ni trop complexe parce qu'il ira au-delà des représentations physiques et qu'on n'arrivera pas à l'exploiter. Donc une fois que je génère ce modèle numérique, je vais lui faire correspondre mes mesures. Donc sur mon modèle numérique, on voit en rouge un certain nombre de grandeurs physiques et en noir des variables, des paramètres qui sont des paramètres de mon modèle. Donc la première étape va consister à injecter les mesures que j'ai faites dans mon modèle, donc au niveau de mes points d'entrée de mes variables. Et à partir de là, on va identifier un premier jeu de paramètres pour mon modèle, donc des valeurs qui peuvent être prises arbitrairement. Et avec ces valeurs-là, on va régénérer une température intérieure qui serait celle qu'on aurait si le bâtiment était ce qui est vraiment le modèle. Et on va faire correspondre cette température qu'on simule à la température qu'on a véritablement mesurée. Et ensuite, on va procéder à une phase d'optimisation. Donc, on va, de manière itérative, reconsidérer ces paramètres en faisant bouger chacun des petits curseurs. Donc là, on voit qu'il y a 6 ou 7 paramètres. On peut être sur des modèles qui sont beaucoup plus complexes avec beaucoup plus de paramètres. Donc, on va faire bouger tous ces curseurs, régénérer une température intérieure qu'on va refaire correspondre à la mesure. Et on va procéder de cette façon de manière itérative un certain nombre de fois, une centaine, voire un millier de fois, jusqu'à obtenir une courbe qui nous convienne. Une courbe qui nous convienne, ça veut dire que la différence entre la courbe réelle par rapport à la courbe du modèle, elle est très fine et qu'on considère qu'elle est nulle et que le modèle est suffisamment précis pour représenter le bâtiment. Une fois que j'ai ce modèle qui est arrêté, donc j'ai des paramètres qui sont identifiés, à partir de ces paramètres, par une étape calculatoire, je vais pouvoir reconstituer mon coefficient d'isolation thermique. Donc Bruno nous parlait de 2 coefficients, soit un coefficient global, HLC, soit un coefficient par transmission, qui est le coefficient global auquel on a soustrait la part des infiltrations. Les infiltrations étant calculées séparément. Donc avec cette méthode, on peut reconstituer cet ou ces indicateurs. Voilà pour ce qu'il en est des principes de la méthode. Je vous propose maintenant un aperçu du dispositif matériel qu'on projette de mettre, enfin qu'on commence déjà à mettre en œuvre dans le cadre de la méthode sereine.
Donc, un point d'historique pour bien comprendre le pourquoi de notre positionnement aujourd'hui. La méthode Soren, en fait, elle est historiquement issue de 2 solutions préalables qui s'appelaient d'une part Epilogue, d'autre part Isabelle. Et ces 2 solutions étant très proches, elles ont une vocation à fusionner et à donner la solution Soren. Donc, pourquoi je vous précise ça? C'est pour comprendre aujourd'hui le dispositif matériel qu'on met en œuvre. Donc, des solutions Epilogue et Isabelle, on a obtenu un kit de mesures qui était relativement semblable. Donc la première étape, ça a été de constituer un kit hybride, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de parties pris dans la méthode Epilogue qu'il n'y avait pas dans la méthode Isabelle. Il y avait un parti pris dans Isabelle qui était d'utiliser un capteur qui reproduit une température extérieure équivalente, qui soit à la fois une représentation du rayonnement solaire, du rayonnement de la bouse céleste, des vitesses de vent, des intempéries. Alors que dans le projet Epilogue, on avait un parti pris avec une mesure de température extérieure d'air et une irradiance solaire, pardon. Donc, afin de prendre le meilleur de chacune des 2 méthodes, on a pris le parti dans le cadre du projet Soren de fusionner ces 2 kits en laissant ces points de mesure en fusionnant et en mettant tous ces points de mesure spécifiques à l'un ou l'autre des 2 projets dans le dispositif. Donc, ce qui veut dire concrètement qu'aujourd'hui, on a un dispositif matériel qui est très complet, qui est, on le sait, trop complet, mais on est dans une phase de développement. Donc, à terme, on va réduire ce nombre de capteurs, mais aujourd'hui, pour ne pas se fermer des possibles, on a souhaité mettre en œuvre un certain nombre de capteurs redondants pour pouvoir arbitrer sur ceux qui seraient ou non plus pertinents. Donc, à partir de ce dispositif hybride, on va générer des mesures qui vont nous permettre d'aboutir à une méthode hybride. C'est-à-dire que chaque méthode existante avait également des façons de processer les mesures qu'on avait un petit peu différentes, en particulier en termes de modélisation numérique. Donc là, il est question, à partir de ce nouveau dispositif, de réaboutir à une méthode hybride. Donc là, typiquement, aujourd'hui, dans le cadre de l'avancement du projet Soren, on en est là. On a cette méthode hybride qui fonctionne avec les différents capteurs et qui nous permet d'analyser les mesures avec tous ces différents points de mesure. Et puis donc, à terme, au terme du projet Soren, on aura une méthode qui sera unifiée, optimisée, c'est-à-dire dans laquelle on n'aura pris que le meilleur de chacune des méthodes historiques. Et donc, de cette méthode découlera un dispositif matériel unifié qui sera donc allégé et qui sera optimal au regard du besoin qu'on estime par rapport à la mesure optimale. Je vous présente maintenant un aperçu visuel vraiment de ce à quoi ressemble ce dispositif. Donc, je le précise, c'est un dispositif hybride V0. Donc, une fois de plus, c'est une version qui est en développement et qui aura vraisemblablement vocation à s'alléger en termes de nombre de points de mesure et puis en termes aussi de compacité, en termes de praticité du matériel. On ne l'a peut-être pas précisé, mais ça nous tient vraiment à cœur dans le cadre de ce projet de Soren, qui est un projet de recherche, de ne pas du tout perdre le lien avec l'opérationnel. On a vraiment vocation à développer une méthode qui soit déployable sur le terrain dès à présent pendant le projet et ensuite au terme du projet. Ce n'est pas une conception en laboratoire ou dans un bureau d'ingénieur. Il y a vraiment une volonté de se raccrocher au terrain et avoir un côté opérationnel très fort. Donc, en termes de mesures intérieures, on va mettre en œuvre des modules qui nous permettent donc à la fois de faire l'apport de chaleur avec des aérothermes électriques, d'homogénéiser la température avec des ventilateurs, et puis de mesurer la température, tout ça de manière pilotée comme on l'entend. Et en ce qui concerne les conditions limites, aujourd'hui, donc on aura des modules de température qui sont installés dans les différents locaux adjacents, donc ici un vide sanitaire, des combles, un garage, etc. Une mesure de température qui se situe en extérieur. On a des modules Sense, donc ce sont les fameux modules qui représentent une température équivalente, donc qui prennent à la fois en compte les rayonnements et les températures d'air, donc qui sont typiquement redondants avec le module de température extérieure. Et puis un module d'ensoleillement qui lui aussi est redondant, qui nous donne une mesure de l'ensoleillement horizontal et vertical qui est reçu par le bâtiment en temps réel. Donc à partir de ces modules, on retrouve le schéma qu'on avait auparavant et on va pouvoir injecter ça dans le modèle. Et enfin, on a le module concentrateur qui est chargé de piloter tout ce petit monde. Voilà pour l'état actuel de l'avancement de manière très, très succincte. Quelques pistes maintenant,
on vous propose un panorama de toutes les pistes d'amélioration, d'évolution auxquelles on songe déjà, sur lesquelles on travaille, pour vous donner l'ampleur un peu des enjeux scientifiques et techniques auxquels on se confronte. Présenté comme ça peut paraître assez simple. Finalement, on fait quelques mesures, on injecte dans un modèle numérique bien trouvé, et puis on aboutit à un résultat et tout va bien. En pratique, il y a énormément de sujets et énormément de corrélations, de paramètres qui influent dans un sens ou dans l'autre, qu'il faut traiter frontalement. Donc on va essayer de vous en donner un petit aperçu. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment sur la recherche d'un compromis entre, d'une part, de la précision de la mesure. Donc Bruno l'évoquait, on peut partir sur une mesure d'1 mois. Ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Et d'autre part, un compromis avec une question d'opérationnalité, de rationalité vis-à-vis d'un coût, vis-à-vis d'un besoin logistique, vis-à-vis d'un nombre de personnes à mettre en œuvre, etc. Donc si on regarde par exemple en termes de nombre de capteurs mobilisés, ça coule sous le sens, mais si on cherche de la précision, on va avoir tendance à déployer un nombre de capteurs élevé. À l'inverse, si on veut quelque chose qui soit facilement mis en œuvre et qui coûte peu cher, on va plutôt opter pour un nombre de capteurs faible. Un autre exemple sur la complexité du modèle numérique, je l'évoquais, un modèle complexe va nous amener jusqu'à un certain niveau de complexité de la précision. Par contre, il va occasionner des complexités, des lourdeurs calculatoires et du temps de calcul beaucoup plus conséquent que si on est sur un modèle simple. Autre vision sur la durée d'immobilisation du bâtiment, qui est aujourd'hui quand même un sujet vraiment névralgique dans le cas de la rénovation en particulier, dès lors qu'on a une occupation. La précision voudra nous faire tendre vers des immobilisations de 3 à 4 jours, voire éventuellement 1 mois. Le volet opérationnel voudra nous faire réduire ces temps-là à la journée ou moins, quoi. Et donc on peut lister comme ça un certain nombre de critères sur lesquels on identifie vraiment ce besoin de recherche de compromis. Pour arbitrer et trouver le bon positionnement sur ces différents compromis, on met en œuvre différents moyens. Donc Bruno nous a parlé tout à l'heure des essais virtuels. Donc effectivement, il y a un certain nombre de paramètres qu'on évalue déjà par de la simulation virtuelle. On a également la chance d'avoir des sites expérimentaux. Bruno nous montrait la maison 1K qui est sur le site de l'INES, donc avec laquelle on a le loisir de faire un certain nombre de mesures pour aller au-delà de l'expérimentation numérique. Et puis Stéphanie nous présentera tout à l'heure les essais réels. Donc on a aussi l'ambition dans ce projet Sereine de déployer dès le cadre du projet de la mesure sur une 40aine de bâtiments pour à la fois éprouver la méthode et puis aussi commencer à le transfert de la méthode et du matériel dans le monde opérationnel. Donc avec ces 3 sujets numériques, expérimental et site réel, on a vraiment un panel riche pour mettre à l'épreuve notre méthode et l'améliorer. Un zoom sur les essais sur sites expérimentaux sur la maison 1K qu'on évoquait. Donc on a 4 maisons à disposition. Ce qu'évoquait Bruno, c'est qu'on a la chance sur une des maisons d'avoir un projet en parallèle qui rénove la maison. Donc on a fait des mesures a priori avant la rénovation de la maison. Et puis ensuite, on a pu faire des mesures petit à petit avec différentes étapes de rénovation. Donc en ayant enlevé l'isolation des murs, en ayant enlevé l'isolation des combles, en ayant même enlevé la couverture. Et aujourd'hui, avec une nouvelle isolation. Donc là, on a des mesures qui se répètent. On en a aujourd'hui une 50aine. Donc ça nous apporte énormément d'informations sur déjà la précision d'une mesure de manière répétée, la répétabilité de notre mesure, et puis également sur la précision d'une mesure en fonction des conditions météorologiques rencontrées, et puis en fonction de la typologie d'isolation, de la performance du bâtiment. Quelques mots sur les paramètres influents. Donc dans un premier temps, les paramètres logistiques. On se questionne sur des choses assez basiques, mais les horaires de l'essai. Des études numériques, là je vous en montre un exemple, montrent que l'horaire auquel on lance l'essai peut être potentiellement déterminant. Donc là on voit, en fonction de si l'essai est lancé le soir, le matin ou l'après-midi, une convergence du résultat. Donc la ligne rouge horizontale, c'est le résultat théorique qu'on connaît par simulation. Et les autres courbes, c'est des résultats par mesure. Donc on voit que les résultats convergent en fonction de la durée de l'essai plus ou moins rapidement au moment où est lancé l'essai. Donc on se dit qu'il y a potentiellement un paramètre à jouer là-dessus. Il y a un autre élément qui nous semble a priori très déterminant, c'est le type de sollicitation. Donc pour l'instant, on vous a expliqué qu'on se cantonnait à chauffer le bâtiment, mais sans préciser tellement.
comment. Le premier réflexe a été de dire qu'on optait pour un créneau et qu'on maintenait le bâtiment en température avec un créneau de puissance. Aujourd'hui, on est en train de regarder très sérieusement du côté des signaux qu'on appelle signaux pseudo-aléatoires. Donc, vous envoyez un exemple en bas, donc avec des pics d'injection de puissance qui semblent a priori aléatoires, qui sont en fait pas aléatoires mais pseudo-aléatoires, qui sont maîtrisés, et de sorte à faire réveiller un certain nombre de fréquences du bâtiment pour arriver à avoir une mesure qui soit plus complexe. Plus complexe dans le sens plus riche et du coup plus rapide. On regarde aussi du côté du préchauffage du bâtiment. Donc là, vous voyez des comparaisons à différentes périodes de l'année entre un bâtiment qui serait non préchauffé, donc qui ne serait pas à un certain niveau de température avant l'essai, et un bâtiment qui le serait. Donc a priori, il y a un enjeu sur ce préchauffage ou non du bâtiment, qui pourrait nous faire gagner du temps et de la précision, hein. On se questionne évidemment sur le nombre de capteurs requis. Donc là, vous voyez une comparaison de convergence du résultat en fonction de capteurs qu'on met ou non en œuvre. Là, ce que ça nous montre, c'est que sur les premiers instants, avoir un nombre conséquent de capteurs, c'est intéressant, mais assez rapidement, avoir moins de capteurs, c'est pas problématique du tout. On se pose aussi la question, parmi d'autres, du brassage aérolique. Donc là, on a pu mettre en œuvre une manipulation au sein de laquelle on avait deux pièces absolument identiques, une avec un brassage aérolique, donc pour homogénéiser l'apport de chaleur dans la pièce, l'autre non, pour voir si c'est informatif ou pas, si c'est nécessaire de déployer cette logistique ou non. Donc ça, c'est pour les aspects purement logistiques, mais il y a les mêmes enjeux d'un point de vue numérique. Pour être succinct, on se pose évidemment des questions sur les types de modèles à mettre en œuvre pour la transmission. Donc là, je vous en ai mis un exemple. On peut en créer autant que de typologies de bâtiments. Et donc, il y a à la fois l'enjeu du type de modèle à créer, et puis ensuite, une fois qu'on a créé un certain nombre de modèles de référence, comment on les choisit. Donc là, je vous montre un exemple. Aujourd'hui, on a abouti à entre 20 et une trentaine de modèles types, donc pour une typologie de maison individuelle donnée. Et logement collectif, on n'en parle pas encore. On peut, en fonction des configurations, de là où vit l'isolation, du niveau de performance, etc., aboutir à un choix parmi une trentaine de modèles. Il y a la méthode de calcul des infiltrations qu'on n'a pas plus évoquée que ça, mais qui est nécessairement déterminante dans notre calcul. Et puis il y a le sujet aussi qui est très sensible, qui est de loin pas trivial, qui est celui de l'évaluation des incertitudes. Donc aujourd'hui, dans le cadre de Seren, on arrive à un calcul assez précis, assez sophistiqué des incertitudes de manière dynamique. Donc là, on voit un résultat de mesure au fil du temps avec une incertitude liée au résultat. Évidemment, cette évaluation de l'incertitude, ça peut être un critère déterminant pour décider que la mesure est suffisamment précise pour s'arrêter. Encore faut-il être serein quant à l'évaluation de nos incertitudes. Serein, c'est le cas de le dire. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de paramètres également numériques. Et puis pour compliquer l'ensemble, il y a des interactions entre tous ces paramètres. D'une part, les paramètres les uns envers les autres, et puis une corrélation forte, vraisemblablement, entre ces paramètres et la typologie du bâtiment. Donc voilà, pour vous dresser un peu le panorama des pistes de réflexion et puis des enjeux techniques et scientifiques auxquels on se confronte. Donc Seren, c'est un projet qui est en cours depuis un an, qui a encore un an devant lui et dont on espère tirer des résultats conséquents. Merci beaucoup, Pierre. Je vous remercie. Vous restez avec nous pour les questions de tout à l'heure. On va d'ores et déjà passer la parole à Stéphanie de Ruineau du CSTB pour apporter la dernière brique à l'édifice. Oui, merci. Donc, vous l'avez compris, il y a beaucoup de science dans tout ça. Je pense que vous en avez eu suffisamment d'illustrations. Il y a beaucoup de science dans tout ça parce qu'encore une fois, comme l'a dit Bruno, l'enjeu, c'est vraiment de produire et de donner à la filière des méthodes qui soient fiables. C'est évidemment un enjeu totalement majeur. Maintenant, ce que vous devez garder en tête, on vous a parlé de nos travaux de recherche aujourd'hui, mais l'objectif, c'est d'aboutir à des méthodes qui soient opérationnelles. Donc, de manière concrète, toute cette partie d'identification de modèles extrêmement complexe, elle a vocation à être automatisée et à être encapsulée, on va dire, dans des algorithmes qui traiteront le sujet de manière automatique. Et c'est tout notre sujet aujourd'hui, justement, de rendre ça complètement accessible sur le terrain. De la même manière, le dispositif expérimental, Pierre vous l'a dit, on est en train de le réduire considérablement pour qu'encore une fois, on ait un niveau d'opérationnalité qui soit acceptable. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer maintenant un petit peu concrètement ce que ça donne. Donc, ces méthodes-là, on a commencé par travailler sur des petits bâtiments.
Des petits bâtiments, c'est quoi pour moi? C'est principalement des maisons individuelles, mais ça pourrait être aussi des crèches. Aujourd'hui, on est en train de commencer à travailler sur le changement d'échelle pour aborder la problématique du logement collectif ou du petit tertiaire. Alors, la maison individuelle, donc ça fait un moment qu'on travaille dessus. Aujourd'hui, on commence à avoir un premier retour d'expérience. Donc, on a réalisé un certain nombre d'expérimentations sur la base de la méthode qu'on vient de vous décrire, sur, vous voyez, quand même une bonne partie du territoire, en tout cas, sur différentes typologies de maisons individuelles et puis surtout sur une variété de climats, et à la fois sur de la maison neuve et sur de la maison rénovée. Les points verts, c'est sur de la rénovation. Alors, quand on aborde les sujets de la rénovation, on est sur de la rénovation lourde, de la rénovation ambitieuse en termes de rénovation d'enveloppe. Ça donne quoi concrètement au sortir? Donc, sur le premier encart que vous avez à gauche, là, le numéroté 1, vous avez d'abord le résultat. Donc, HTR, l'indicateur dont on parlait tout à l'heure, vous obtenez sa valeur avec une incertitude qui est calculée. Alors, juste quand même pour peut-être donner des repères, en tout cas pour ceux à qui ça parle, le HTR, c'est un indicateur qui est normé, d'accord. Il y a des normes qui le précisent, donc c'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui cet indicateur-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à une surface près, c'est l'indicateur UBAT, que vous connaissez peut-être, qui était un des indicateurs qui était utilisé dans la réglementation thermique 2005, donc qui traduit bien un niveau d'isolation de l'enveloppe du bâtiment. Donc vous avez en sortir cet indicateur avec une incertitude sur le résultat. Et juste en dessous, vous voyez, c'est sur ça qu'on travaille en ce moment, vous voyez qu'en fait, en fonction de la durée de la mesure, on va avoir une incertitude qui va se réduire progressivement. Sur une demi-journée, là, sur cet exemple-là, sur cette maison-là, on avait une incertitude à plus ou moins 60%. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire raconter un indicateur qui a une incertitude à plus ou moins 60%? Donc là, il a fallu attendre 2 jours pour tomber à plus ou moins 18%. Là, ça commence d'abord à être un résultat qui est très précis pour du terrain, pour de la mesure sur le terrain, d'abord. Et deuxièmement, sur lequel on peut commencer à raconter des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait, par exemple, raconter? Alors, c'est ce que vous avez sur l'encart de droite. Là, c'était de la maison neuve, encore une fois. On avait un calcul qui avait été fait en conception, d'accord? Ce calcul du niveau d'isolation, on l'a récupéré et puis on l'a confronté à la mesure terrain. Donc, vous avez les deux valeurs qui sont là. Et sur ce cas-là, je vais vous le passer derrière, c'est cette maison qui est une maison, donc une maison témoin d'un CMiste. On a une excellente adéquation entre la mesure in situ et le calcul qui avait été réalisé en amont. Donc, les performances sont au rendez-vous, on peut clairement le dire. Un autre exemple, cette fois-ci, une maison, encore une fois, somme toute banale, RT 2012, rien de particulier, une maison de plein de pied située dans la région d'Orléans. Là, vous voyez que quand on confronte la valeur qui avait été calculée par le bureau d'études et celle qu'on a mesurée sur le terrain, là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire et puis ça va pas dans le bon sens. Et là, sur l'ensemble du retour d'expérience qu'on a, ça va jamais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, on a un niveau d'isolation qui est bien moins bon que celui qu'on espérait. Sur cette maison-là, on a pu aller un peu plus loin dans la compréhension de cet écart. Très concrètement, on a repris le calcul. On a regardé. Il y avait des erreurs et beaucoup sur les ponts thermiques. Un qui était un peu compliqué, très honnêtement, à évaluer. Puis un qui avait été sur un mur de refond, qui avait été juste oublié, une erreur humaine. Et encore une fois, c'était un bon bureau d'études, c'est pas le sujet. Mais une erreur humaine. Et ça va vite, ces erreurs-là. Dans l'écart, les erreurs de calcul représentent grosso modo sur ce cas-là à peu près un tiers de l'écart. Deuxième chose qu'on a regardé, on avait la chance sur cette maison-là d'avoir pu avoir des photographies de tous les produits qui avaient été utilisés pour isoler l'enveloppe. Et on s'est aperçu que les produits, ce n'étaient pas tout à fait les produits qu'on avait en termes de performance qu'on avait prévus. Les lambdas, en particulier des isolants, donc qui caractérisent leur pouvoir isolant, ce n'était pas tout à fait exactement ce qu'on avait prévu. Seulement, cette performance-là multipliée par toutes les surfaces, ça occasionne encore des écarts. Sur ces non-conformités de produits, encore un gros tiers qui était expliqué. Puis, il nous restait encore un tiers qu'on n'a pas pu expliquer parce qu'on n'a pas fait un suivi de chantier hyper précis sur cette maison, mais qui est imputable au dernier poste qui peut expliquer les écarts, c'est-à-dire tout ce qui relève
des défauts de mise en œuvre des produits au sens large, hein, qui vont depuis le transport, le stockage, un isolant qui prend la pluie par exemple, et puis la manière dont on le met en œuvre concrètement sur le chantier. Voilà, c'était pour vous illustrer un petit peu ce que ça peut donner et clairement derrière ce qu'on peut faire raconter en fait à ces mesures. Là, vous avez un autre exemple, c'est sur une maison rénovée. Là, généralement, sur les cas de maison, souvent, on n'a pas de calcul en amont, enfin, en tout cas, pas de calcul global. Donc, on commence à réfléchir à des échelles. Encore une fois, ça, c'était vraiment des réflexions de notre part. On avait sur l'étanchéité à l'air, en fait, en bas, des échelles comme ça qui étaient sorties à l'époque, qui permettaient de qualifier un niveau, excellent, bon, moyen, mauvais. Et puis, on a imaginé quelque chose au niveau de l'isolation thermique. Donc, ça qualifie des UBAT derrière. Et donc, vous voyez que sous cette maison, on a pu qualifier en fait le avant-après, sachant que le avant, on ne l'avait pas mesuré, donc on a une estimation qui est très très large. C'est en fonction de l'année de construction et d'un certain nombre d'informations dont on disposait. Et puis le après, on tombe en valeur moyenne sur un niveau qui est bon. Voilà, encore une fois, ce sont les premiers éléments de réflexion qui permettent d'illustrer. Là, vous avez un retour d'expérience sur 7 ou 8 maisons individuelles neuves, toutes RT 2012. Et vous voyez qu'on a un petit peu de tout. On en a quelques-unes où finalement l'écart entre le calcul et la mesure, pardon, vous voyez le calcul et la mesure, hein, le calcul en rouge et la mesure en bleu. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça va toujours dans le même sens, hein, c'est jamais favorable, hein, les écarts. Et par contre, on a plusieurs cas où l'écart est quand même relativement faible, mais on en a aussi beaucoup d'autres où là l'écart il est quand même extrêmement significatif, sachant que en ratio, ce que vous avez en écart sur ce coefficient de niveau d'isolation, c'est ce que vous allez avoir sur votre consommation de chauffage derrière. Hein. Au moins. C'est même plus potentiellement sur des bâtiments très performants. Donc, on a en ce moment un certain nombre d'expérimentations nationales pour ce début de retour d'expérience pour l'étoffé. Donc, dans le programme Sereine, on fait ça sur du logement rénové, de la maison individuelle, et on commence à travailler sur le logement collectif. Et on a aussi un programme en cours qui est soutenu par l'ADEME, le programme DIAD, où on continue à faire sur de la maison individuelle neuve. Je fais un appel, hein, si vous êtes intéressé pour proposer des bâtiments pour qu'on vous réalise les tests sur vos bâtiments, vous pouvez candidater pour participer à ces expérimentations, ce sera avec grand plaisir. Voilà, pour ouvrir un petit peu, Pierre vous l'a dit tout à l'heure, on ne travaille pas que sur le sujet de l'enveloppe, on travaille aussi sur le sujet des systèmes énergétiques, avec dans cette idée, aujourd'hui, pour le logement, en tout cas, on a la mesure d'étanchéité à l'air qui existe. On est en train de développer l'indicateur partiel complémentaire pour l'enveloppe pour mesurer le niveau d'isolation thermique. Et on travaille aussi sur des protocoles pour pouvoir vérifier les performances des systèmes énergétiques à la fin des travaux. Tout ça pour, dans l'ensemble, obtenir un ensemble d'éléments qui vont nous permettre d'obtenir une photographie des caractéristiques énergétiques du logement à la fin des travaux. Alors, perspective de nouveaux services, c'est un mot un peu ambitieux parce que vous voyez bien que tout ça est en train de monter en maturité, en train de grandir. Donc, les services, aujourd'hui, ils n'existent pas, ils sont à imaginer. Mais je voulais simplement essayer en fait, de partager avec vous des premiers éléments de réflexion sur cet indicateur, ce niveau d'isolation, cet indicateur partiel de la performance énergétique. Comme je vous l'ai montré, sur des constructions neuves ou sur de la rénovation énergétique très très lourde, où on fait un calcul, on peut tout à fait imaginer de confronter déjà le calcul à cette valeur mesurée, ou alors de se donner des seuils qu'on ne souhaite pas dépasser justement par rapport à cette valeur mesurée. C'est un peu les deux utilisations qu'on pourrait imaginer. Pour la rénovation énergétique, on pourrait imaginer aussi être plutôt dans une logique d'évaluation du gain, avec ou pas une mesure avant. Ça reste un débat. Encore une fois, la question, c'est la précision qu'on aura sur ce gain. Dans ces ensembles de cas-là, à quoi ça pourrait servir? Ça pourrait venir alimenter des démarches d'engagement de performance. Tout ce qui est garantie de performance énergétique intrinsèque qui avait été porté par le plan bâtiment durable, en particulier où l'objectif, c'est justement de faire un engagement de performance jusqu'à la fin des travaux. Là, on voit bien qu'on a des indicateurs qui pourraient venir alimenter cette démarche. Dans des logiques d'engagement de performance plus classiques, type contrat de performance énergétique avec la partie exploitation, là, on pourrait tout à fait imaginer déjà que cette information-là, elle permette
de mieux travailler la phase d'exploitation, donc de sécuriser la partie engagement sur cette part-là. Puis ça pourrait être aussi un élément de passage de quitus dans le cadre de groupement pour justifier effectivement voilà, que la partie conception travaux elle a été faite maintenant et qu'on ne revient pas dessus. Dans des logiques de gestion patrimoine, on voit bien comment cet indicateur-là, ça pourrait devenir un indicateur aussi pour de la prescription dans les cahiers des charges pour faire monter en gamme progressivement son parc quand on est un bailleur, par exemple. Et puis, ces indicateurs-là, on sent bien qu'ils vont trouver leur place dans tout ce qui est logique de procédure de vérification de la qualité effective, le commissionnement au sens large du terme. Les référentiels de certification volontaire, on a des CERCAL en particulier qui regardent tout ça d'extrêmement près, qui a lui-même lancé un programme d'expérimentation autour de ça pour se forger une conviction autour de ces méthodes-là. Et puis, on sent bien que ça pourrait potentiellement soutenir les politiques publiques, nationales, locales, en tout cas servir au moins de levier incitatif pour, par exemple, des systèmes de bonification. C'est souvent comme ça que sont utilisés ces indicateurs-là dans les labels ou dans des logiques de soutien des régions, par exemple. Donc ça, c'est, on va dire, quelques pistes. Et plus généralement, pour les bâtiments existants en général, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément à des niveaux de performance énergétique élevés, on voit bien aujourd'hui que cette mesure de performance, elle pourrait être peut-être un atout pour venir fiabiliser les audits quand on va être dans les logiques de rénovation lourde, justement. Si on a une incertitude sur la connaissance de l'existant, la mesure pourrait très bien être un élément facilitateur pour consolider justement cet acte de rénovation et guider aussi dans le choix. Ce qu'il faut que vous ayez en tête aujourd'hui, c'est que dans la cadre de fiabilisation du DPE, il y a une concertation actuellement dans laquelle il y a des questions posées justement sur les nouveaux indicateurs qui pourraient apparaître dans ce DPE. Et parmi les indicateurs qui pourraient apparaître, il y a justement le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Oui, tout à fait, oui. Et il y a le UBAT, justement, la question est posée. Alors, il serait calculé dans le DPE tel qu'il est envisagé aujourd'hui, mais typiquement, ça veut dire aussi que ces indicateurs-là sont aussi intéressants pour le particulier parce qu'ils traduisent, encore une fois, c'est mon niveau d'isolation de mon bâtiment. Et si j'investis là-dedans, j'investis dans le temps. Donc, je pense que là, on a aussi des choses intéressantes. Et la mesure, encore une fois, utiliser, l'idée n'est pas de prôner la mesure pour la mesure, mais bien utiliser. Elle pourrait venir consolider, fiabiliser des processus et accompagner la rénovation. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut maintenant passer à une séquence de questions. Alors, il y a bien sûr la possibilité aux gens qui sont dans la salle de poser des questions. Il y en a également qui viennent d'Internet. Peut-être, moi j'ai une question pour commencer. On est en train de reconnecter Pierre. J'ai une question pour commencer. On voit qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui se sont fédérés autour de cette question-là. On l'a vu notamment dans vos slides. Qui a allumé l'étincelle, entre guillemets? De qui est-ce que ça vient, cette envie de disposer de ce type d'indicateur, de ce type de système de mesure? Qui a été à l'origine de cet élan que vous prenez tous là? Moi, j'ai été contacté par l'agence Qualité Construction. Et c'est assez logique que cette agence se préoccupe de mesurer des indicateurs de qualité et de performance. Mais je pense que la question vient aussi des politiques. C'est-à-dire que quand on met des milliards d'euros sur la table et qu'on s'engage à rénover un parc de bâtiments au niveau national, on est forcé de se poser la question, bon, comment je vais vérifier que je mets de l'argent au bon endroit? Je pense que ça vient essentiellement des politiques. Enfin, je ne sais pas. Pour compléter, nous au CSTB, on travaille sur ces sujets depuis pas loin de 10 ans en fait maintenant. Donc ça, c'est des choses qu'on a inscrites en termes de vision à moyen terme à l'époque comme étant des choses qui seraient absolument indispensables pour la filière justement parce qu'on avait déjà les premiers retours d'expérience terrain qui montraient concrètement que les perfos n'étaient pas là. Et donc, multiplié à l'échelle du parc, on avait pressenti évidemment qu'il y aurait un sujet. Après, il ne faut pas oublier qu'encore une fois, on a parlé de l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, ça a commencé il y a longtemps. Et on a toute une histoire aujourd'hui qui montre que cette mesure, elle a tiré la filière vers le haut.
Donc, reproduire aussi sur un autre indicateur qui est un indicateur extrêmement important, ça nous paraissait important. Après, dans la manière dont effectivement, je pense qu'il y a eu une prise de conscience collective, et puis l'AQC a effectivement joué un rôle important, et notamment dans la fédération des acteurs de la profession autour de ces sujets, puisque ce qu'on ne vous a pas dit, mais dans le cadre de Sereine, on est entouré et suivi de très très près par 16 fédérations de professionnels, ainsi que des institutionnels comme le ministère bien évidemment et l'ADEME. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui, en tout cas du besoin de disposer de la mesure. Après, comme on vous l'a fait pressentir, mesurer ces indicateurs-là, c'est pas simple. C'est pas simple. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à quelque chose d'opérationnel. Alors, on a parlé de réseau français. Est-ce que, à votre connaissance, à l'étranger, on a déjà des approches de ce type qui existent? Je pense par exemple en Allemagne, qu'on cite souvent en exemple sur ces questions d'efficacité énergétique. Oui, effectivement, l'Agence internationale de l'énergie travaille depuis plusieurs années. Il y a déjà eu des programmes de recherche sur ces questions-là. Il y a eu beaucoup de travaux en Belgique, en Angleterre, pas seulement en Allemagne. Et les méthodes de co-heating sont connues depuis longtemps. C'est les méthodes où on chauffe pendant un mois. Mais ensuite, il y a eu des tentatives de plusieurs développements de méthodes plus rapides. Il y a quand même c'est très franco-français sur vraiment le fait de chercher à rendre cette méthode opérationnelle en réduisant sa durée. Il y a quand même quelque chose. La France est vraiment en avance de phase là-dessus. Justement, vous parlez de la rendre opérationnelle. J'imagine que pour la rendre opérationnelle, il y a un grand sujet qui est le coût. Donc là, on voit toute l'instrumentation que vous êtes obligé de mettre en œuvre. Est-ce que vous avez une idée du coût que ça peut engendrer, j'imagine, à moyen terme, après une logique d'industrialisation du dispositif? Alors ça, c'est toujours la question piège. En fait, la question, on se l'est posée avant même de commencer à travailler. L'idée autour de ça, même si aujourd'hui, il faut qu'on en fasse la démonstration, pour la maison en tout cas, c'était sur une courbe un petit peu similaire à ce qui s'est fait sur l'étanchéité à l'air. Sur l'étanchéité à l'air, quand ça a commencé, un test, c'était plus de 1 000 €. Aujourd'hui, c'est plutôt autour, voire même inférieur à 500 €. Donc, il y a cette courbe-là, en tout cas, qu'on essaye à laquelle on se raccroche avec des ordres de grandeur qui seront probablement les mêmes, mais ça dépend encore beaucoup de paramètres, et notamment, ce qu'on n'a pas expliqué aujourd'hui, c'est que pour faire les tests de mesure d'isolation, il faut préparer le bâtiment. Il faut en particulier boucher toutes les entrées d'air, etc. En fait, il faut préparer comme pour un test d'étanchéité à l'air. Donc, si on arrive en fait à séquencer ces 2 essais, on va gagner en fait le temps de préparation du bâtiment qui concrètement fait la grosse partie du prix de l'essai une fois qu'on a amorti le matériel. Donc c'est ces réflexions-là aussi, et pour ça, au niveau des expérimentations, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les expérimentations, aujourd'hui, on les fait faire par des gens qui font des professionnels, des opérateurs de mesure, qu'on a sélectionnés, qu'on a formés, et à qui on prête le matériel. Alors, sur les questions d'étanchéité à l'air, quand on change d'échelle, parce qu'on a parlé de beaucoup de maisons individuelles, dans mon souvenir, on avait des approches soit par échantillonnage, soit séquencées des mesures. Et est-ce que pour les grands projets, donc du logement collectif ou du bureau, comme le présentait Aymeric, on a des approches comme ça qui sont également en cours de définition? Ou est-ce qu'il faut appliquer ça à l'ensemble du projet? Et ensuite, j'ai une question, plutôt je ne sais pas si c'est une question ou une proposition d'Internet de Jérôme Bertrand de Vinci Construction France. Il vous demande, dans les logements que vous recherchez, est-ce qu'il y a des logements collectifs? Et si oui, dans quelle proportion, quel étage et ou éventuellement quelle surface par rapport au volume vous recherchez? Donc, à la fois une question et puis à la fois, je pense, la volonté de postuler. Ah, merci Jérôme, que je connais bien. Oui, on recherche des logements collectifs. Alors, avant de répondre sur ce qu'on recherche, peut-être sur la méthode,
Il y a, pour le logement, le changement d'échelle, donc le logement collectif, mais aussi le petit tertiaire, il y avait 2 approches possibles. Soit effectivement, on répliquait ce qu'on fait sur la maison individuelle, ce qui voulait dire qu'on faisait la mesure d'ensemble sur le bâtiment. C'est quand même pas simple en pratique à imaginer. Donc, on a commencé à envisager cette perspective, mais uniquement pour le neuf et dans une logique où on mobiliserait en fait le système de chauffage en place pour chauffer le bâtiment, ce qui permettrait aussi de vérifier qu'il fonctionne bien avant livraison. Mais la voie qu'on est vraiment en train de travailler en ce moment, c'est une voie justement qui vise à faire plutôt de la mesure par échantillon, donc à l'échelle d'un ou plusieurs logements, pour pouvoir caractériser, un peu comme on fait pour la mesure d'étanchéité à l'air, pour le logement collectif, on ne mesure pas l'ensemble du bâtiment aujourd'hui. On mesure que quelques logements. L'idée, c'est de développer quelque chose qui ressemble à ça, tout à fait. Donc, on a une première méthode qui, pour l'instant, est voilà, une V0, on va dire, donc qui vraiment demande à être consolidée. Donc, on recherche des logements collectifs rénovés, avec de la rénovation assez ambitieuse sur toute la partie paroi, bien évidemment, en particulier. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à nous contacter et on vous donnera les éléments de cadrage un petit peu plus précis. Jérôme en particulier, je te ferai parvenir les éléments. On recherche, pour faire très très court, plutôt des logements en angle, en fait, pour commencer pour cet automne. Mais plus tard, on espère bien, enfin plus tard, dès l'année prochaine, on espère généraliser. Mais en tout cas, à très très court terme, on recherche des logements en angle, en fait, pour attaquer et des logements rénovés. Une autre remarque de Jérôme qui souligne la complexité opérationnelle en rénovation, en particulier quand on est en site occupé. C'est compliqué de demander aux locataires de partir pendant 2 heures, mais alors pendant 3 jours, c'est encore plus compliqué. Enfin, il ne le formule pas exactement comme ça, mais il a complètement raison. C'est d'ailleurs tout l'enjeu technique en fait de notre travail, c'est-à-dire effectivement de parvenir à réduire au maximum, d'identifier jusqu'où on peut aller dans cet équilibre entre fiabilité et capacité à faire qu'on puisse utiliser ces méthodes, on va dire, de manière généralisée. Il y a une question sur la qualité de l'air de Hippolyte Le Carpentier de Vinci Énergie qui explique que effectivement de plus en plus de personnes s'intéressent à la qualité de l'air intérieur dans nos bâtiments. Or, une meilleure qualité de l'air engendre également une consommation énergétique parfois plus importante. Il y a plus de ventilation, plus de filtration, peut-être des sujets sur l'étanchéité à l'air. Et donc, il y a un équilibre à trouver. Est-ce que c'est un facteur qui peut être inclus dans ces nouveaux indicateurs de performance? Vas-y. Bon. Il y a déjà des technologies, je veux dire, la ventilation double flux avec récupération de chaleur dans un échangeur. Il y a malheureusement trop d'entreprises qui disent c'est trop compliqué, c'est trop coûteux parce qu'ils ne savent pas faire. Alors qu'en Allemagne, il y a des milliers et des milliers de logements qui sont équipés de ce système qui permet donc d'avoir à la fois un débit d'air important, donc une bonne qualité de l'air et une économie d'énergie. Alors, effectivement, après, on peut faire des mesures de concentration en CO2 et là, avec aussi la problématique de l'usage. Est-ce que les gens ouvrent les fenêtres ou pas? Donc, il y a un peu cette question de performance intrinsèque qu'on peut aussi aborder. Mais je dirais que quand même, il faut aussi que les entreprises montent en compétence sur les systèmes de ventilation. Si je peux me permettre de compléter sur ce sujet de la qualité d'air intérieur, là pour le coup, il y a un autre programme qui est un peu le pendant de Sereine, mais justement sur des mesures plutôt en exploitation, donc cette fois-ci avec les gens dans leur logement, qui vise justement à se poser la question aujourd'hui sur des rénovations énergétiques. De quelle manière ça va potentiellement venir interférer avec des sujets de confort et de qualité d'air intérieur. Et à partir de là, comment de manière opérationnelle, en fait, on doit déjà clarifier des points de vigilance potentiels et peut-être contrôler avec des éléments de mesure précis.
Et donc, il y a aussi une grosse expérimentation qui est en cours. Alors, cette fois-ci, on laisse les gens dedans, hein, c'est moins contraignant, où on fait des mesures avant et après rénovation, notamment sur les aspects qualité d'air intérieur. De la même manière, si ce sont des choses qui vous intéressent sur de la maison individuelle ou de logement collectif, c'est toujours possible aujourd'hui de participer à ces expérimentations. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci encore aux participants et merci à vous qui avez suivi cet événement. Je voulais vous rappeler que le replay sera bientôt disponible sur le site du Lab Recherche Environnement, ainsi qu'un résumé des différents échanges qu'on a pu avoir. Et puis également, vous pourrez, si vous le souhaitez, avoir accès aux coordonnées des participants, si vous voulez en savoir plus sur ce projet et sur ces nouveaux tests qui voient le jour, qui répondent à finalement, en tout cas, une problématique qui était posée par Émeric au départ, comment on arrive à disposer d'un jumeau énergétique du bâtiment. Donc merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.